bien, c'est toujours un plaisir de se retrouver, enfin vous connaissez le lieu d'ailleurs, chère Isabelle, de se retrouver dans ce théâtre magique. Bonjour à tous et merci d'être avec nous pour cette deuxième journée qui en réalité est une demi-journée et vous vous retrouverez plus tard en fin de journée. Donc bonjour à vous Isabelle, merci d'être avec nous. Bonjour. Gaël Giraud, bonjour. Vous nous entendez Bon. bien? Oui, oui. Oui, on va voir, mais je pense que les choses vous allez voir, vont se mettre en place. Alors en plus j'ai de l'écho, c'est extraordinaire. Tant pis, je continue. Alors nous sommes ensemble pour 1 heure et quart pour répondre un petit peu, enfin pour au contraire même conforter ce qu'est une affirmation finalement. Si, économie et écologie peuvent faire bon ménage. C'est intéressant, on s'est déjà rencontrés nous l'année dernière, on en était un peu encore au stade de la question. Là on peut en faire presque une affirmation. Et c'est intéressant de ce point de vue-là. On va peut-être effectivement pouvoir passer un cap, et peut-être qu'on est en train actuellement de passer un cap. Alors, et maintenant, on fait quoi? Le maintenant, c'est un peu ce que nous sommes en train de vivre, et je souhaiterais que Gaël et vous puissiez y revenir quelques instants à travers votre expérience et votre vécu. Et à la limite, je le disais déjà hier soir, parce que j'ai eu la chance d'être avec Corinne Pelluchon et Corinne Lepage, je disais peut-être ce qui est moins important, c'est de savoir ce qu'on fait, parce que depuis 40 ans, on en parle. J'ai vu, en 2009, vous co-scénarisiez Home, et déjà, vous nous alertiez, donc c'est quand même pas d'aujourd'hui. Donc j'aimerais que nous passions cette heure et quart plutôt autour de la question de comment on fait, parce qu'il me semble, et vous, Isabelle, à travers l'économie symbiotique sur laquelle on reviendra, vous savez comment on peut faire. Il y a des vraies réponses, et là, on va avoir un petit peu le temps de les détailler. Avec Gaël, on va voir qu'il travaille depuis longtemps sur écologie et économie, sont des choses qui peuvent tout à fait se relier. Et monsieur, à travers le travail que vous avez conduit, on va aussi essayer de déconstruire quelques préjugés. Vous voyez à quoi je fais allusion sur la finance, sur le déficit public. Ça me semblera tout à fait intéressant. Mais je voudrais peut-être commencer par une première question. On nous parle de ce temps inédit, j'ai cherché un peu le vocabulaire, inédit, tragique, sidérant que nous vivons depuis 6 mois. Il y a effectivement une forme de dramaturgie aussi autour, qui peut se comprendre d'ailleurs, à travers tous les drames qui sont vécus, que ce soit des drames sanitaires, que ce soit des drames professionnels, des drames, etc. Mais est-ce que finalement, on ne peut pas apprendre un certain nombre de choses? J'aimerais qu'on porte un regard sur qu'est-ce que nous enseigne le moment que nous vivons, qu'est-ce qu'il nous apprend. Je voudrais qu'on commence par vous, Isabelle. Bonjour. Merci d'être là aussi tôt. Et oui, alors la Covid est une crise qui nous met dans une unité de temps, une unité de lieu, une unité d'action sur la Terre entière. C'est-à-dire qu'on est en train de vivre tous la même chose et en même temps très différemment, puisqu'on s'aperçoit que la pandémie met à nu toutes les failles structurelles que nous pouvons avoir chacun dans nos pays ou chacun dans les lieux où on habite. Et dans le même temps, c'est quelque chose qui nous est annoncé. C'est-à-dire que depuis des années, les experts mondiaux du climat, le GIEC, nous alertent sur le fait que des pandémies, des inondations, des sécheresses, des ouragans, des incendies vont devenir de plus en plus fréquents et d'ampleur. Et donc, en fait, c'est une crise annoncée. Comme le disait Gilles Boeuf, nous n'avons pas créé le Covid, mais nous avons créé les conditions de son apparition. Et voilà. Et on voit combien nous dépendons, en fait, des équilibres de la planète Terre. Et ça, on est en train de le vivre au niveau mondial. Et moi, ce qui m'a frappée, c'est que la Covid est une crise douce, c'est-à-dire qu'elle nous laisse le temps de réagir, de réfléchir. On est paniqué, mais en fait, c'est un peu comme un bout qu'on se lancerait en famille par rapport à, quand on vient de le voir sur la côte ouest des États-Unis, 500 000 personnes perdent leur logement en même temps. Dans le sud de la France, où on a des
des hameaux entiers qui sont isolés parce que les ponts rompent, eh bien, ça, c'est des choses qu'on va devoir gérer de plus en plus fréquemment. Et quand on perd son logement, 500 000 personnes en même temps, on n'a pas le temps de réfléchir. Tandis que la Covid nous laisse ce temps-là. Et moi, ce qui m'a frappé, c'est que, alors, j'ai regardé la télévision, ce que je fais jamais, parce que j'étais confinée chez mes parents. Et il n'y avait pas de débat public. Enfin, je veux dire, c'était très intéressant. Hein. Moi, j'étais scotchée, mais en même temps, rien ne sortait d'un point de vue politique. Et ce qui sort aujourd'hui, alors moi, j'agis avec les acteurs. Mon métier, c'est de transformer. Donc, c'est pas seulement d'écrire, etc. C'est d'aider les gens à se transformer. Hein. Je suis sur le terrain. Et en fait, en effet, avant la Covid et aujourd'hui, la question ne se pose plus. C'est plus qu'est-ce qu'on fait, c'est comment on le fait. Et comment on revient à une économie plus locale. Comment on tient vraiment compte des impacts écologiques, économiques et sociaux de nos actions, de nos investissements, etc. Et ce qui n'a été peu dans le débat public, sauf dans des journaux comme La Tribune, mais pas dans le grand débat public, eh bien, là arrive en masse. Et je suis étonnée d'entendre à la radio des pubs sur l'économie locale, par exemple, le matin. En même temps, on a été assez résilients finalement. On a vu que sur le terrain, il se passait plein de choses. Hein. Vous étiez à la campagne, j'y étais moi-même. Je n'ai jamais vu autant de commerce, le commerce local se développer. La capacité aussi, effectivement, à prendre en compte les questions écologiques. J'ai entendu, c'est pas grand-chose, mais on a gagné en 3 semaines de ressources. Hein, finalement, c'est pas grand-chose, mais on a la capacité à le faire. Il me semblait qu'un de ces enseignements, c'est que on sait faire un certain nombre de choses. On a beaucoup d'acteurs qui ont été très résilients dans la crise et qui ont permis justement au territoire de tenir. Par exemple, ce masque, il est créé par un tiers-lieu du textile et de la mode à Roubaix, où j'habite, et fait avec des matières recyclées. Ça a été les premiers à pouvoir répondre à la demande de masques. Alors Gaël Sirot, je voudrais que vous puissiez aussi, vous, nous apporter votre expérience. Et je vais me permettre de préciser que vous êtes aussi prêtre jésuite. Et je crois qu'à ce moment-là, la dimension certainement spirituelle peut jouer un rôle. Donc comment vous avez-vous partagé ce moment et effectivement aussi, quels enseignements, peut-être à titre personnel et aussi professionnel, on peut en tirer? Qu'est-ce que ça nous apprend? Moi, à titre personnel, vous m'entendez là? Ça va? Très bien, très bien. Ok. À titre personnel, en fait, je vais peut-être vous étonner, mais le confinement, je l'ai plutôt vécu sur le mode ah, je ne pensais pas que ça arriverait aussitôt. Donc, non pas que j'ai pu anticiper cette pandémie-là, absolument pas. Même si, comme l'a rappelé Isabelle, effectivement, à juste titre, l'OMS nous prévient depuis des années qu'on aura d'autres zoonoses, et celle-ci n'est que la 3e, mais il y en aura d'autres. Et à la fois le réchauffement, la déforestation, la destruction de la biodiversité vont faire se multiplier les pandémies. Mais disons, pour ma part, j'étais à Rome au tout début du confinement, quand j'ai vu Rome vide déserte, je me suis dit, ah, je pensais vivre ça plutôt à la fin de ma vie, pas maintenant, et donc ça arrive plutôt que prévu. Après, si vous voulez, l'une des leçons qu'on pourrait en tirer aujourd'hui, je suis pas sûr que nos autorités publiques les tirent vraiment, c'est que nous n'étions pas préparés alors que d'autres pays l'étaient. Taïwan, la Corée du Sud, le Vietnam, la Thaïlande n'ont pas fait de confinement parce qu'ils étaient préparés, parce qu'ils avaient mis en place ex ante à l'avance des stratégies de dépistage extrêmement efficaces, avec des mises en quarantaine efficaces des personnes qui sont testées positives. Nous avions mis en place en France en 2007 l'EPRUS, l'établissement de prévention et de réponse aux urgences sanitaires, qui était chargé de coordonner la réponse administrative publique à une pandémie comme celle-ci. Et puis l'EPRUS a été vidé de son budget et de ses moyens d'action entre 2007 et aujourd'hui, et on voit le résultat. Alors évidemment, je consonne complètement à ce qu'a dit Isabelle sur la très belle résilience de la société civile et le fait que, en particulier, certains d'entre nous ont fait la preuve de l'efficacité de la mise en commun. Hein. Donc, il y a eu notamment, donc par exemple, le masque que montrait Isabelle à Roubaix, et puis il y a eu des médecins qui se sont coordonnés sur Internet pour s'apprendre mutuellement comment faire des tests plus efficaces.
Il y a eu la mise en place d'imprimantes 3D pour faire des ventilateurs à distance, etc., etc. Et ces réponses-là ont été beaucoup plus efficaces que celles de la puissance publique. Mais à mon avis, ça ne veut pas dire qu'il faille condamner la puissance publique, c'est-à-dire qu'il faut l'articuler davantage et lui redonner des moyens d'action. Et aujourd'hui, où nous avons peut-être une deuxième vague de virus qui arrive sur la France, je ne suis pas sûr que la puissance publique ait pris ne serait-ce que tiré la leçon de la première vague, puisque nous n'avons toujours pas en fait de capacité hospitalière véritablement améliorée par rapport au printemps dernier. Et nous dépistons toujours aussi mal, de sorte qu'il n'est pas impossible que d'ici quelques jours ou quelques semaines, nous soyons contraints de revenir à la pire des solutions, qui est le confinement. Mais, alors, pardon, il me vient spontanément, Gaël, une question. C'est vrai, on prend souvent les autres pays en exemple. Qu'est-ce qui caractérise ce fait que nous soyons une fois de plus à la traîne, comme vous l'évoquez? Je pense pas qu'on soit une fois de plus à la traîne. Moi, je souscrirais pas à une espèce de morosité française que nous adorons. Nous, les Français, on adore se flageller mutuellement. Je dirais pas ça. Non, je dirais simplement, comme les Anglais, comme les Italiens, comme les Espagnols, comme les Américains, nous sommes nous-mêmes victimes d'une espèce d'idéologie qui veut que avoir des stocks, c'est mal parce que c'est de l'argent perdu. S'insérer dans les chaînes de valeur internationales à flux tendu, extrêmement peu résiliente, c'est le next plus ultra de l'humanité, etc., etc. Donc, l'expérience que nous faisons, c'est que tout ça est tout sauf prudent, résilient et sage, et qu'il suffit d'un tout petit virus pour mettre par terre la globalisation marchande telle qu'on l'a construite depuis 40 ans et désorganiser complètement l'administration publique française. Donc, il faut la repenser, redonner les moyens à l'hôpital public de travailler. C'est pas comme si ça faisait pas plus d'un an que des services hospitaliers un peu partout en France font grève de manière récurrente pour réclamer plus de moyens. Et ils n'ont pas été entendus. Et ils ne le sont toujours pas aujourd'hui. Donc, il faut se redonner les moyens d'une action publique articulée avec la société civile qui sait inventer les communs quand on en a besoin pour avoir une réponse intelligente et sage à ce type de problème. Commentaire par rapport à ce que vous partagez, le sentiment de Gaël, j'imagine. Oui, je partage tout à fait. Et en fait, je ne sais pas si vous connaissez la théorie de Naomi Klein, la stratégie du choc. C'est-à-dire quand on a un choc comme ça collectif, il se produit une page blanche. Et ce sont les plus organisés qui peuvent profiter de la page blanche. Et elle le montre donc dans son livre de stratégie du choc, en montrant comment les systèmes néolibéraux et ultralibéraux ont pris avantage des crises pour privatiser des services ou enfin installer des systèmes plutôt ultralibéraux. Et aujourd'hui, on est en train de le faire. C'est-à-dire que lorsque on referme les bistrots, les restaurants, qui sont quand même parmi la dernière économie qui est encore diversifiée chez nous, eh bien, c'est pour ne pas engorger les hôpitaux. C'est-à-dire parce qu'on n'a pas voulu investir dans davantage de lits de réanimation. Donc, c'est un choix politique. On n'a pas voulu réinvestir dans l'hôpital et augmenter les capacités, et du coup, on sacrifie des petits qui sont notre dernière économie vraiment diversifiée. Et moi, j'ai qu'une peur, c'est que demain, on se retrouve avec des Starbucks partout. Alors, ça va me permettre une transition. Je vais revenir vers vous, Gaël Giraud, parce que je voudrais évoquer, je l'ai déjà évoqué d'ailleurs hier, un commentaire de Bruno Latour. J'aime bien Bruno Latour parce que je le trouve un peu atypique parfois dans ses prises de position. Et je l'ai entendu sur France Inter et il nous disait un truc intéressant. Il dit « Tant qu'on continuera de penser en mettant le modèle économique, la structure même du modèle tel que nous le pensons, nous le concevons aujourd'hui, au cœur de notre réflexion, et que nous considérons que la question sociale, la question environnementale au sens le plus large du terme, sont conséquentes ou subsidiaires, on continuera à faire de la même chose. Qu'est-ce que vous pensez, Gaël, de cette formule? Est-ce qu'effectivement, il n'est pas temps, parce que le changement, je ne sais pas si c'est maintenant, mais on ne peut pas revenir à avant, est-ce qu'il n'est pas temps d'avoir un autre écosystème à mettre en œuvre? Si, je suis bien d'accord et je consonne tout à fait avec ce que dit Bruno sur cette question.
Pour être un tout petit peu plus précis, au fond, l'erreur de base, c'est de mettre une certaine forme d'économisme au cœur des relations sociales, et un économisme qui est en vérité une idéologie néolibérale qu'a caractérisé Isabelle il y a un instant, qui va faire primer en vérité les relations financières sur les relations sociales et humaines. Donc c'est ce qu'on a dit il y a un instant, c'est-à-dire le confinement est un moment en fait extrêmement dangereux socialement, d'abord parce qu'il plonge dans la précarité, la grande pauvreté énormément de personnes, les plus fragiles. Donc, vous avez certainement vu passer le rapport du Secours populaire, hein, qui dit qu'on a eu une explosion de la pauvreté à cause juste de 2 mois et demi de confinement, explosion inédite depuis 1945 en France. On a 10 millions de pauvres en France maintenant, en grande partie à cause du confinement, et nous sommes encore loin d'avoir vu toutes les conséquences, en particulier, disons, psychiatriques du confinement. Lorsque je discute avec des médecins, psychiatres et psychanalystes, ils me disent tous que le confinement est extrêmement dangereux pour la santé, disons, psychologique des personnes fragiles. Parce qu'il est le lieu, au fond, il est l'occasion, malheureusement, d'une espèce de régression intra-utérine où on va se cacher dans sa bulle, parce qu'on finit par avoir peur de l'altérité. Le virus alimente l'imaginaire d'un monde hostile et dangereux, alors que l'humanité, c'est exactement le contraire, c'est-à-dire prendre le pari du risque de la vie avec les autres et dans l'altérité, parce que c'est ça qui mérite d'être vécu. Je me rends compte aussi que j'ai pas répondu à votre question sur la dimension spirituelle de l'enjeu, hein, du fait que je suis prêtre et jésuite. Je dirais pour moi, de mon côté, ça a été l'occasion de reprendre conscience de 2 choses. La première, c'est que nous tous, lorsque nous sommes de nouveau confrontés de manière collective et massive à la mort, ce qui a été le cas en France, mais encore plus par exemple en Lombardie, en Italie, eh bien, la question du sens global de nos existences se pose à nouveau. C'est-à-dire que d'une certaine manière, on pourrait dire le néolibéralisme a également organisé notre société, Starbucks et autres, sous la forme d'un divertissement perpétuel qui nous empêche de nous poser des questions de sens global. C'est quoi le sens de mon existence comme tel? Et lorsque je suis confronté à une mort massive, collective, ou à celle de mes proches, cette question ressurgit. Finalement, je crois que c'est une bonne chose. Ça nous remet devant des questions fondamentales, et ça, c'était très heureux. Et puis, le deuxième point, c'est l'attention aux plus vulnérables. Hein, vous vous souvenez peut-être que pendant le confinement, aux États-Unis, il y a eu un certain nombre de SDF qui étaient atteints du virus, qui ont été placés non pas dans les hôpitaux, parce qu'on estimait qu'ils n'en étaient pas dignes, mais qui ont été placés sur un parking. Donc, ils dormaient par terre sur le parking. Bon. Et le pape François a dénoncé ça en disant c'est inacceptable. C'est pas parce que ce sont des SDF qui n'ont pas droit à un lit d'hôpital. Donc ça dit quelque chose de la manière dont une partie de notre société réagit, c'est-à-dire elle fait payer le coût de nos bêtises collectives par les plus vulnérables. Et ça, c'est inacceptable, en particulier dans une tradition chrétienne. Alors notre modèle économique, effectivement, est fondamentalement en crise et remis en cause, mais en même temps, et je voudrais continuer 30 secondes, peut-être vous pourrez vous réagir, Isabelle, vous êtes intervenue dans une émission à Public Sénat en disant les jours du monde financier sont comptés. Alors qu'en même temps, on voit que face à la crise, la bourse va plutôt pas mal. Est-ce que finalement, ce monde-là va passer à côté du changement? Non, en fait, ce monde-là, si vous voulez, c'est un peu comme quelqu'un qui est en train de se noyer. Vous savez que lorsque quelqu'un se noie, c'est la seule situation en France où il n'y a pas de non-assistance à personne en danger. Si vous ne plongez pas dans la rivière pour aller chercher la personne qui se noie. Pourquoi? Parce que au moment où elle se débat pour s'en sortir, elle développe une énergie que vous, la personne qui essayez de la sauver, comme vous n'êtes pas en situation désespérée, vous n'êtes pas forcément en mesure de dépenser la même énergie. Et vous vous laissez entraîner et vous vous laissez tuer et couler par la personne qui se noie. Donc on est dans cette situation-là aujourd'hui, c'est-à-dire que la sphère financière est en train de se noyer à cause de ses propres errements. Fondamentalement, nous sommes sur une bulle spéculative gigantesque, encore beaucoup plus grosse que celle de 2007-2008. Qui a explosé avec la crise des subprimes en 2008. Cette bulle n'est plus alimentée par l'économie réelle, en particulier par les revenus commerciaux de la Chine. Elle n'est plus alimentée que par les politiques monétaires non conventionnelles des banques centrales. Donc de manière complètement artificielle. Le jour où les banques centrales arrêtent d'inonder de milliers de milliards les banques de nos différents pays occidentaux, la bulle éclate très très rapidement et va faire des ravages encore beaucoup plus considérables qu'en 2008. Donc d'une certaine manière, nous sommes prisonniers, c'est-à-dire nous sommes pris en otage par la finance qui se noie. Et elle se noie pourquoi? Essentiellement parce qu'elle n'a plus de rapport avec le monde réel. C'est une sphère qui s'entretient elle-même de manière complètement spéculaire grâce à de l'argent artificiel pour faire des opérations qui permettent à une toute petite minorité de personnes de s'enrichir. Et plus la panique gagne du côté de l'économie réelle,
plus la toute petite minorité qui a les moyens de gagner de l'argent sur la sphère financière se dit c'est pas le moment de barguigner, autant essayer d'en gagner le plus possible très très vite pour s'aménager à une voie d'accès au canot de sauvetage sur le Titanic avant que le Titanic ne coule. Vous voyez, il y a cet état d'esprit aujourd'hui dans la sphère financière qui est extrêmement malsain, à mon avis, extrêmement pervers et qui fait que on attend jusqu'au bout la catastrophe finale en espérant que, entre-temps, comme on aura assuré l'accès au canot de sauvetage, on pourra essayer de s'en sortir. D'où l'importance de mettre en place effectivement un nouveau modèle économique demain. Et là, on va y venir avec vous, Isabelle. Parlez-nous un petit peu de cette économie que vous appelez symbiotique ou régénératrice, parce que c'est une réalité. Alors, j'ai appris hier, je vous le disais, vous avez été un peu précurseur, Corinne Lepage nous disait que pour sortir, ce qu'on vient un peu d'évoquer, de l'anthropocène, de cette espèce de domination de l'homme sur le système, on a inventé le symbiocène, c'est-à-dire une approche symbiotique. Et je voudrais que vous reveniez quelques instants sur ce mot, parce qu'il est porteur peut-être de ce modèle de demain. Alors le symbiocène est un concept inventé par vraiment plus qu'inventé, pensé par un philosophe australien, Glenn Albrecht, qui son livre d'ailleurs est sorti Début de l'année, au début de l'année, ouais, juste avant le confinement en France. Et en effet, il ne connaissait pas les travaux de l'économie symbiotique. Moi, je ne connaissais pas ces travaux du symbiocène. Et on est beaucoup à converger, en fait. L'économie régénérative est un concept encore mal connu en France, mais c'est quelque chose qui est beaucoup mieux appréhendé dans le monde anglo-saxon. Il y a aujourd'hui 2 théories de l'économie régénérative dans le monde. Il y a celle de la théorie du donut de Kate Raworth, qui refixe un but à l'économie. Elle est économiste, qui dit le but de l'économie, c'est pas le PIB, c'est pas la croissance. Le but de l'économie, c'est de vivre bien dans des conditions, les conditions qui sont les nôtres sur la planète Terre. Donc, dans cette ère incroyable géologique qu'on habite, qui est plutôt douce, qui est l'Holocène. Et c'est de garder ces conditions, donc de garder les limites écologiques, de respecter les limites écologiques de la planète Terre et de respecter les limites psychologiques, sociales, nécessaires au bien-être humain. Et l'économie doit se situer entre les deux. Moi, parallèlement, pareil, sans savoir ces travaux, mais en fait, je suis partie de ce constat-là quand j'ai écrit le film Home, où j'ai eu la chance de pouvoir discuter avec les grands scientifiques du climat, des océans, de la biodiversité dans le monde, et en les faisant sortir de leurs réserves, de pouvoir comprendre qu'ils nous voyaient qu'on devait changer structurellement nos modes de produire, d'échanger, etc. Entre les plus pessimistes disaient 2015, les plus optimistes 2025, donc 2020. Et ils sont sortis de leurs réserves ces 3 dernières années. On a eu de plus en plus d'appels, l'appel des 15 000. Aujourd'hui, on a même des pétitions de scientifiques qui se sont organisés. On passe à une science activiste, en fait, ce qui est plutôt une bonne chose. Ça n'empêche pas la rigueur scientifique, mais ça dit, attendez, c'est aux politiques de choisir selon nos affirmations. On n'est pas dans une... on alimente le débat, mais voilà ce que nous, on pense en tant que citoyens. Et ça, c'est très, très important. Et donc, lorsque je cherche justement s'il y a des logiques économiques et productives qui peuvent nous sortir en 10 ans, 10 ans, il fallait que ça existe déjà, je découvre qu'il y en a plein. Qui répondent à ces deux injonctions. Et qu'en plus, elles se structurent de la même façon, qu'elles font système, que ça forme une économie complète, qu'elles sont arrivées dans tous les domaines, l'agriculture, l'énergie, la production de biens d'équipement, les infrastructures, l'agriculture, la distribution, tout cela, on a une autre économie qui a émergé, qui n'est pas toujours consciente d'elle-même. Parce qu'elle s'est développée indépendamment. C'est l'économie sociale et solidaire qui régénère les écosystèmes sociaux. C'est la gouvernance des communs qui propose une structure justement pour gouverner ces communs sociaux
et naturel et de tout ce qu'on produit ensemble. C'est l'open source, c'est l'open innovation, c'est les énergies renouvelables en réseau, c'est l'urbanisme écologique qu'on appelle les villes fertiles, par exemple. C'est l'agroécologie, c'est la permaculture, c'est la pensée de bien d'équipements qui sont modulaires, qui s'assemblent comme des jeux de Lego et dont on peut réutiliser les pièces et qui ferment le cercle entre le fabricant et le consommateur. C'est-à-dire que vous ne jetez plus votre robot ménager ou votre téléphone à la benne. Vous, en fait, vous ne possédez plus le bien, vous achetez l'usage. Et ce faisant, il retourne constamment au fabricant qui va avoir intérêt, surtout que les matières premières ont tendance à devenir de plus en plus chères, puis on peut avoir des ruptures d'approvisionnement, comme on l'a vu là, vont avoir tendance à récupérer les pièces pour les réutiliser. Et ça, de la photocopieuse à la canette de bière, on s'aperçoit qu'on peut utiliser jusqu'à 15 fois la matière. On est dans des taux de renouvellement de 3, 10, 15 fois, 3 fois pour les matières les plus fragiles. Donc on a une économie en fait complètement différente qui est née. Et moi, ça m'a fait comprendre que l'économie actuelle n'est pas l'économie. C'est une économie possible. Et là, je rejoins. C'est pas le seul modèle, alors qu'on a tendance à C'est pas le penser. seul modèle. Et c'est une économie fondamentalement extractive. Elle produit une croissance dégénérative. Plus elle croît, plus elle sape les bases de ce qui fait sa production. Et on y arrive. On voit bien que le temps... Vous voyez, le matelas planétaire arrive à la trame. Là, on n'a plus de résilience des écosystèmes, des équilibres écologiques globaux. C'est très, très dangereux, ça. Peut-être qu'on a dépassé ses limites. Et si on les a pas dépassées, c'est pour ça que c'est maintenant qu'il faut agir. Et non seulement donc on quitte cette croissance dégénérative, mais dégénérative de l'individu. La dépression est la plus grande maladie du travail. Dégénérative sociale, les chiffres le rappellent. Dégénérative économiquement, parce que ça tue les écosystèmes locaux économiques. Et dégénérative écologiquement, on ne cesse d'en voir les preuves, pour installer un autre type de croissance. C'est-à-dire que parce que vous produisez, parce que vous assumez vos besoins, vous régénérez les conditions de votre production. Exactement comme une abeille, parce qu'elle va se nourrir du nectar des fleurs, va se charger de pollen et va permettre de refertiliser toutes les fleurs autour d'elle. Et donc de régénérer. Vous appelez le temps des régénérateurs. Nous sommes tous des régénérateurs. Nous sommes ici, dans n'importe quel territoire, vous avez une innovation sociale, une innovation d'entreprise, une innovation des collectivités qui est absolument gigantesque. Et c'est ici, mais c'est dans tous les pays du monde et sur tous les territoires, dans les milieux pauvres comme riches, dans les milieux urbains comme ruraux, chauds comme froids. Tout cela est apparu et fait économie complète. Maintenant, c'est une économie d'écosystème. Et donc, c'est un peu comme des plantes en pot. Elles n'ont jamais fait écosystème si elles restent dans leur pot. Il faut les relier. Et il faut prendre conscience de cette économie. Mais oui, tout est là. Et ça se joue essentiellement sur les territoires, en fait. Je poserai la question à Gaëlle sur, effectivement, est-ce que le plan qui vient de se mettre en place est une réponse ou prend en compte ce que vous évoquez? Parce que finalement, c'est une réalité des territoires. Ça se joue dans la commune, ça se joue dans les villes. Vous évoquez l'exemple de Portland. Vous pouvez nous en dire 2 mots, par exemple? Oui, par exemple, on voit qu'une ville en pleine désertion économique, sociale, désindustrialisation massive, on est dans une ville de monoculture industrielle. L'industrie, moi je vis la même chose à Roubaix aujourd'hui. L'industrie dont elle dépendait est tombée, et plus d'argent, et les pouvoirs publics ont 2 idées. Ils vont penser la ville à 15 minutes à pied, tous les services accessibles à 15 minutes à pied. Et 2, ils sont très sensibles aux inondations et ils n'ont pas d'argent pour les gérer. Et ils vont se dire, on va réinfiltrer les eaux de pluie chez nous, ce qui est très important en plus parce que ça garde le cycle de l'eau.
et ils vont pas investir dans des systèmes d'égouts, ils vont investir dans ce qu'on appelle des jardins de pluie, qui sont les nous de la campagne adaptés à la ville. Et ils vont très bien architecturer ça. Ça va être joli. Ça va être, même les habitants, au fur et à mesure, sont conviés à y participer, et ça leur permet de disposer à la fois des moyens de la puissance publique pour faire ces jardins devant eux, mais c'est eux qui vont les entretenir. Ça donne une grande diversité. Puis une démocratie participative. Les gens choisissent dans leur quartier. En fait, aujourd'hui, entre les années 90 et aujourd'hui, la population a augmenté de 60%. Les gaz à effet de serre ont diminué de 21%. 1 milliard de dollars de carburant est économisé et dans Portland et dans les environs. Et la majeure partie de cette économie est reportée sur la consommation locale. Portland est aujourd'hui une des villes les plus attractives des États-Unis. Elle a créé je ne sais plus combien d'emplois, ne serait-ce que dans la bicyclette. C'est-à-dire que cet ensemble-là a créé des synergies qui font qu'il y a une diversité d'activités qui se sont mises en place, qui ont changé les comportements de mobilité, parce que lorsque vous êtes en contact avec des écosystèmes vivants, notamment dans la ville, ça vous change. La violence sociale diminue, la violence domestique diminue, votre stress diminue, votre productivité au travail est meilleure, vous vous concentrez mieux. Et tous ces facteurs-là font que vous allez plus facilement à pied, vous envoyez plus facilement vos enfants aller à l'école à pied, vous vous sentez sécurisé par rapport aux axes routiers, vous êtes protégé par des arbres, par des bandes végétales, et les comportements sociaux et économiques changent. Vous parlez de l'expérience de Roubaix. Est-ce que c'est plus difficile, si vous avez travaillé sur Portland, est-ce que c'est plus difficile à mettre en œuvre en France? Est-ce que on a des freins, des oppositions? Parce que là, on est sur effectivement un véritable changement de paradigme, une manière de penser l'équilibre, parce que le mot écologie veut aussi dire équilibre, une manière de penser l'équilibre différemment. Alors, l'importance du maire, de la collectivité est très importante. Roubaix, par exemple, est devenue une championne de l'économie circulaire. Et c'est vraiment une ville qui a l'art et l'industrie chevillés au corps, vraiment. Et donc on a un renouveau puis qui s'en est sorti grâce aux assos, il y a une conscience populaire très très forte qui fait que on voit rien dans la rue. Il y a des vitrines qui sont délabrées depuis 10, 15, 20 ans. Il y en a aussi chez nous. Alors enfin bref. Et en même temps, vous poussez les portes. Vous avez une épicerie solidaire. Vous avez un espace de coworking. Vous avez des halles de créateurs du textile, de bijoux, de céramique, qui mutualisent des espaces et qui permettent de vendre ensemble. Et donc on a ces renouveaux là. Néanmoins, si vous voulez, en fait, c'est là où on voit que l'alliance de la puissance publique locale avec les citoyens, les associations, les entreprises est extrêmement forte. À Lyon, par exemple, et chaque territoire a ses innovations. Ici, on a une chance dans Rhône-Alpes où on a encore une agriculture très diversifiée et avec des industries. Et vous avez par exemple le bio à la cantine. C'est une mère de famille qui avait un bon job dans une bonne boîte et qui, le jour où elle a découvert ce que son fils mangeait à la cantine, elle s'est dit c'est pas possible. On va faire des circuits courts locaux pour permettre aux cantines de s'approvisionner en bio. Et elle a développé une méthode qui est aujourd'hui utilisée partout. Vous avez, par exemple, moi j'ai un endroit que j'aime beaucoup ici, c'est le Jardin des Amarantes et le court-circuit. Le Jardin des Amarantes, c'est un jardin qui a été créé par des associations sur des friches et qui a associé des artistes. Donc c'est joli. Et vous avez ce café qui s'est installé, qui a tout de suite fait du circuit court et qui maintenant d'ailleurs a fait un système de conseil pour permettre de s'approvisionner en circuit court. Donc si vous voulez, c'est ça qui est formidable dans cette économie, c'est que lorsqu'elle innove, elle devient compétitive quand elle partage ses innovations
La coopération la rend plus compétitive par rapport au système existant. Et donc on a besoin de tous ces innovations qui ont été créées par ces citoyens, cette innovation sociale, entrepreneuriale, des collectivités aussi. Vous avez des petites villes qui font des régies alimentaires. Là, je parle que de l'alimentation, mais je peux vous en citer plein d'exemples. Des régies alimentaires municipales qui créent de l'emploi, qui font du repas bio tous les jours, de local au même prix que non bio, qui créent des ateliers de transformation publique qui, du coup, ils ouvrent à des petits artisans ou des agriculteurs qui peuvent faire leur conserverie. Et là, on a des systèmes de croissance régénérative qui se mettent en place parce que tout à coup, on met à disposition des systèmes de production dont chacun peut se servir. Et là, la collectivité devient un moteur fabuleux d'animation des territoires. Voilà. Tout à fait. Alors, ce que vous évoquez sur le quartier que je connais assez bien, puisque j'ai la chance d'y vivre aussi, c'est qu'effectivement, on a un système de marché qui se fait une fois par semaine, où la solidarité s'exerce profondément, où effectivement, je peux décider de payer le prix du kilo de tomates un peu en fonction de mes revenus. Donc, il y a une dimension collective aussi qui est assez extraordinaire. Et qui est très sociale. Ouais, tout à fait. C'est-à-dire que dans les marches pour le climat, par exemple, c'est terrible. C'est terrible. On a l'impression de voir une marche blanche de centre-ville. C'est-à-dire qu'on n'a pas réussi, nous, l'écologie, à dire que c'était une économie aussi sociale. Et on doit montrer dans les endroits plus défavorisés, les banlieues, les milieux périurbains, etc., que c'est pas parce que l'économie actuelle n'est pas écologique que l'écologie ne peut pas être économique et sociale. Alors ça va me faire une excellente transition pour donner la parole à Gaël. On voit, Gaël, tout l'enjeu qui se passe sur les territoires. Hein. C'est au niveau des territoires que les choses se jouent. Je sais que vous travaillez beaucoup sur ce qu'on pourrait appeler un modèle économique et écologique performant. Est-ce que c'est ça? Est-ce que ça, c'est jouable à l'échelon national? Et on se posera peut-être, mais après, la question de la dimension européenne et internationale. La réponse globalement est oui. Moi, je constate tout à fait avec ce que vient de dire Isabelle, c'est-à-dire vous avez un modèle de société, disons, bas carbone, résiliente, qui est construit autour, à mon avis, d'une industrie verte, et donc, comme l'a suggéré Isabelle, d'une industrie circulaire dans laquelle essentiellement on loue les services d'un objet manufacturé. On ne devient pas forcément le propriétaire du bien. L'exemple qu'on donne toujours, c'est celui des pneus de Michelin. Michelin vous vend un pneu, mais en réalité, vous restituez le pneu après usage auprès de Michelin, qui peut le réutiliser et le recycler. Donc tout ça, c'est le secret en fait de la question du recyclage des matières premières dont nous avons besoin, qui deviennent critiques pour un certain nombre d'entre elles. Par exemple, le cuivre. On sait déjà, c'est des travaux que j'ai menés avec un géophysicien de Grenoble, Olivier Vidal, que vraisemblablement la planète devrait atteindre son pic d'extraction du cuivre autour de 2060. Ce qui ne veut pas dire qu'il n'y aura plus de cuivre après 2060, ça veut dire qu'on ne pourra plus augmenter la quantité de cuivre que nous allons extraire du sous-sol après 2060. Donc il y a un enjeu colossal dès aujourd'hui, pour l'industrie française par exemple, à faire travailler ces ingénieurs sur des substituts du cuivre, de manière que nous ne soyons pas dépendants du cuivre en 2060, ou en tout cas que nous le soyons moins, dans un contexte où, on le sait déjà, les infrastructures liées aux énergies renouvelables, par exemple, sont beaucoup plus gourmandes en cuivre que les infrastructures liées aux hydrocarbures fossiles. Donc voilà, ça c'est des exemples de ce qu'il faut inventer, qui est devant nous, et qui passe par notamment ce qu'a dit Isabelle, mais aussi, disons plus globalement, une industrie verte. Alors, je suis bien d'accord que tout ça passe beaucoup par les territoires. Je voudrais juste signaler deux choses. La première, c'est que, de mon point de vue, les territoires, c'est indispensable, mais non suffisant. C'est-à-dire qu'il nous faut aussi une mobilisation de la puissance publique, pas simplement territoriale, mais nationale. Si on veut optimiser la consommation d'énergie de la part de nos villes, la mobilité verte et avoir du train partout, parce que le train est l'unique solution globale, massive pour avoir de la mobilité verte, on a besoin d'un réaménagement du territoire. Le réaménagement du territoire, ça ne peut pas se faire de manière désordonnée où chacun dans son coin tire de son côté. Il faut que la question soit prise en charge aussi par l'État central, même si nous en France on a un peu tendance à tout reporter sur la question de l'État. C'est très heureux qu'on dise que la société civile doit assumer sa part, mais elle sera limitée nécessairement si l'État ne prend pas la sienne. Et disons qu'il y a des investissements massifs au niveau national qu'il faut pouvoir faire et que l'on peut faire, simplement que, par exemple, le gouvernement actuel ne veut pas faire de manière extrêmement claire. Alors, et la deuxième chose que je voudrais ajouter,
si vous m'autorisez, c'est, disons, le type de société que nous décrivons, Isabelle et moi, c'est-à-dire une démocratie participative, délocalisation de la production d'énergie, relocalisation industrielle, une industrie verte, circulaire, autour des communs. Ça, c'est une option. Malheureusement, il y en a une deuxième, qui est tout le contraire, une économie extrêmement centralisée, avec un État policier qui entre en alliance avec le capital pour faire en sorte que les investissements massifs dont on a besoin en énergie renouvelable soient assurés au bénéfice d'une petite minorité, et tant pis pour les autres. Ça, c'est le modèle chinois. Et malheureusement, si vous voulez, une économie bas carbone, d'énergie renouvelable, c'est aussi une économie très intensive en capital, contrairement à ce qu'on pourrait imaginer. Et donc, malheureusement, cette deuxième option est possible, à la fois politiquement et économiquement. Et mon avis, c'est qu'une partie de nos élites aujourd'hui sont en train d'hésiter beaucoup entre les soucis que leur donne la démocratie participative d'un côté, la décentralisation, etc., et la jouissance éventuelle qu'elles imaginent pouvoir récupérer si elles réussissent à mettre en place le modèle chinois. J'en veux pour preuve juste un point, par exemple, c'est la difficulté de la réception des travaux de la Convention citoyenne pour le climat. Vous savez par exemple que le Haut Conseil pour le climat a pris position très fermement et de manière très explicite, et je crois que c'est très heureux, en faveur des conclusions, la majorité des 150 recommandations de la Convention citoyenne. De mon point de vue, la Convention citoyenne va tout à fait dans le sens de ce que nous essayons de promouvoir, c'est-à-dire une démocratie participative. Vous tirez au sort 150 citoyens et au bout de 9 mois, ils vous font des recommandations qui sont beaucoup plus intelligentes que ce qu'ont jamais imaginé un certain nombre de nouveaux fonctionnaires publics. Il n'en demeure pas moins qu'une partie de la petite élite parisienne que je côtoie de temps en temps ne cesse de me répéter, alors là, c'est épouvantable, cette convention citoyenne, ils sont complètement fous, c'est des bobos de centre-ville, ils n'ont rien compris, etc. Et donc, cette non-réception-là dit quelque chose d'un refus de, disons, la mise en place de la première grande option et d'une tentation très forte qui habite certains d'entre nous d'essayer de mettre en place la deuxième que j'appelle l'option chinoise, si vous voyez. Et donc, je crois qu'il faut être très vigilant. C'est-à-dire, si on se contente uniquement d'une espèce de localisme territorial, qui est indispensable, je le redis, c'est pas une critique, mais c'est une manière de dire, on peut pas se contenter de ça. Il faut aussi absolument investir l'échelon national et l'échelon international. Sinon, in fine, on se verra imposer dans les territoires la loi qui sera dictée par, disons, une petite minorité qui, depuis la capitale, par exemple, et depuis un État assujetti aux intérêts d'un certain type de capital, imposera à tout le monde ce qu'il faudra faire. Alors, ça m'amène forcément à vous questionner tous les deux sur le plan de relance actuellement. Parce qu'en fait, effectivement, on peut se poser la question de se dire, est-ce que le message que nous sommes en train de partager, il a été compris? Est-ce que vous avez l'impression que, au-delà de mesures d'urgence qui peut-être effectivement apparaissent comme tout à fait nécessaires, on est en train, à notre niveau, de s'engager dans quelque chose de plus vertueux? Alors c'est intéressant, on évoque le rapport des territoires au centre, si j'ose dire, et on fait là une planification qui est très verticale. Quel est votre sentiment à l'un et à l'autre sur les options? Est-ce que nos gouvernants ont compris le message? Voilà ma question. Gaël. Si vous me donnez, oui, je crois pas du tout. Le plan de relance français, c'est un plan d'austérité déguisé en plan de relance. Sur les 100 milliards du plan de relance français, déjà 100 milliards, c'est très insuffisant. On va perdre 10% du PIB français en 2020, c'est-à-dire plus de 230 milliards. On fait un plan de relance de 100 milliards, c'est insuffisant. Sur les 100 milliards, en fait, il y en a 40 qui viennent de la communauté européenne, qui sont de l'emprunt et non pas du don. Et sur les 60 restants, il y en a 30 qui étaient déjà budgétés. Donc que l'État français aurait de toutes les manières dépensé. Donc il a juste rebaptisé des dépenses courantes en plan de relance, c'est tout. Donc en vérité, du côté français, il n'y a que 30 milliards d'argent neuf, d'argent nouveau. Et encore, il faudra regarder dans le projet de loi de finances qui aura été déshabillé pour financer ces 30 milliards. Parce que ce gouvernement-là s'est spécialisé dans l'art de déshabiller Pierre pour habiller Paul. Donc en réalité, on est très 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 en deçà de ce qu'il faudrait faire, à mon avis, pour mettre en place véritablement les conditions d'émergence au sein de la société civile de ce que Isabelle et moi promouvons, c'est-à-dire une société des communs, une société circulaire, etc. C'est pas du tout ce qu'est en train de faire ce gouvernement, qui en vérité dissimule de manière extrêmement habile
l'austérité budgétaire. La couleur a déjà été annoncée cet été, notamment par le gouverneur de la Banque de France, qui a dit très clairement, et vous savez que le gouverneur de la Banque de France, c'est le véritable ministre de l'économie en France, qui a dit très clairement, on est à 120% du PIB de dette publique, c'est beaucoup trop, maintenant il faut arrêter, nous sommes allés trop loin, et c'est la rengaine habituelle, nous vivons au-dessus de nos moyens, etc. Rengaine qui est complètement fausse, et donc qui sert d'alibi à la mise en place des vieilles recettes d'autrefois, qui sont l'austérité, qui ne vont faire qu'aggraver la déflation dans laquelle nous sommes aujourd'hui, et rendre impossible, en vérité, l'émergence de l'économie symbiotique, l'économie des communs, que nous appelons de nos voeux. Alors, je vais juste continuer, si vous m'y autorisez, Isabelle, 5 minutes avec Gaël, et je vous demanderai peut-être une réaction plus globale sur cette notion de communauté de destin, des échelons un peu différents. Ce que vous venez d'évoquer sur la question de la dette publique, là aussi, c'est une deuxième... En préparant un petit peu notre échange, je suis allé voir ce que vous aviez écrit, et je tombe sur un document absolument extraordinaire qui nous dit, vous savez, la question de la dette publique, ça dépend comment on l'observe. D'ailleurs, nous avons pu nous apercevoir qu'il y a 6 mois, 1 an, l'importance de gérer le déficit public, de maîtriser la dépense. Et puis tout d'un coup, je le disais, c'est même pas du ruissellement, c'est une avalanche de monnaie qui nous arrive, qui nous tombe bien de partout. Mais c'est un déluge. Est-ce qu'on a découvert un trésor? Et je voudrais pas en terminer parce que je vais jusqu'au bout de votre remarque. Vous citez dans un encart l'exemple du Japon. Vous nous dites Japon, 3e économie mondiale, et je vous le donne en mille, déficit public 250%. Alors la dette publique. Expliquez-nous, Gaël. Oui, c'est la dette publique, c'est pas le déficit. La dette, c'est l'ensemble des déficits cumulés. La dette publique au Japon, c'est 250% du PIB, ce qui est pas du tout honorable, mais ça n'empêche pas du tout le Japon d'être vivant et de continuer d'être la 3e économie du monde. Ce que je voudrais signaler par rapport à cette énorme question, la première, c'est que il y a un chiffre qui est invoqué un peu par tout le monde, y compris par le gouverneur de la Banque de France ou le président de la République, qui est on dépense beaucoup trop en France, la dépense publique, c'est 56% du PIB. Ce chiffre est faux, tout simplement. La contribution de la dépense publique au PIB, c'est 22%. Et c'est pas moi qui le dis, c'est l'OCDE, voilà. Donc c'est un peu étonnant que nos autorités publiques osent diffuser publiquement un chiffre qui est faux. 22%, c'est très insuffisant. Ça fait des années en fait que nous sommes en manque d'investissement public, ne serait-ce que par exemple, je vous donne l'exemple que vous connaissez tous, des ponts qui s'écroulent. Le Sénat a fait un rapport il y a 1 an et demi qui montrait qu'on a plusieurs centaines de ponts qui sont dans le même état que le pont de Gênes qui s'est effondré il y a 2 ans maintenant. Et donc j'attends qu'on ait une catastrophe malheureusement en France pour que enfin on se réveille sur cette question. Mais ça n'est qu'un exemple. Autre exemple, les infrastructures d'adduction d'eau potable en milieu rural en France, on sait qu'elles sont extrêmement vétustes, qu'elles doivent être renouvelées pendant cette décennie et on refuse de mettre l'argent sur la table pour le faire. Plutôt que de faire ça et de soutenir Veolia dans cet effort, on s'engage dans des fusions catastrophiques, par exemple, entre Suez et Engie. Voilà, ça c'est un constat global. Après, que la dette publique à 120% en France aujourd'hui serve d'alibi pour mettre en place l'austérité, c'est un coup classique, mais qui n'a aucune légitimation économique. Comme vous le rappeliez vous-même, le Japon est à 250%, ça n'empêche pas d'être vivant. La dette publique n'a jamais empêché un État de continuer d'exercer ses fonctions régaliennes. Et en fait, la véritable question qui est derrière, c'est le rôle de la BCE. Nous avons soustrait le pouvoir de création monétaire de la Banque centrale européenne des mains de l'État pour éviter que ce pouvoir-là soit administré dans l'intérêt général de la population. Pour qui la BCE travaille-t-elle aujourd'hui? C'est essentiellement pour les banques privées. Donc elle inonde des banques privées de milliers de milliards d'euros pour leur permettre de survivre, parce que nos banques, en vérité, contrairement à ce qu'elles racontent, sont pas très loin de la faillite. Et pendant ce temps-là, nous n'avons pas d'argent pour financer ce qui serait d'intérêt général pour nous tous, en particulier la transition écologique. Donc en réalité, ça c'est une décision politique qui n'a aucun fondement économique. C'est à nous de nous réapproprier le pouvoir de création monétaire de la BCE. Et il y a une manière de le faire qui est très simple, qui est très débattue depuis 3-4 mois, puisque j'ai un peu lancé ce sujet en France, avec d'autres, Laurent Cialom, Nicolas Dufresne, Alain Grandjean, etc., qui est les titres de dette publique de la zone euro qui sont détenus aujourd'hui au bilan de la Banque centrale européenne. Il y a quelque chose comme 2200 milliards d'euros au bilan de la BCE, dont 420 milliards de dette publique française. C'est une dette publique que l'État français doit à la Banque centrale. Autrement dit, que nous nous devons à nous-mêmes, que nous avons déjà payé auprès du marché privé, puisque la BCE, en rachetant ces titres, les a déjà payés.
Elle a déjà payé cette dette. Et cette dette qui est purement faciale, qui est purement, si vous voulez, c'est une opération comptable, sert d'alibi à la mise en place de l'austérité budgétaire. Rien ne nous empêche, demain matin, de décider collectivement d'annuler cette dette publique détenue par la BCE. Ça nous fera 420 milliards d'oxygène budgétaire pour pouvoir enfin financer les infrastructures dont nous avons besoin pour la transition écologique en France. Isabelle, comment vous réagissez à ces propos-là? Parce qu'en fait, ça nous pose la question de la façon dont est fléché aussi l'investissement. Et en fait, il pourrait être tout à fait fléché vers les modèles que vous présentez. Oui, je pense qu'il y a deux choses sur lesquelles j'aimerais réagir Bien sur sûr. ça, et puis sur ce qui a été dit sur quelle autre économie nous pend au nez si on ne fait pas ce qu'il faut faire aujourd'hui. C'est que ce qui nous attend, hein, c'est le vrai effondrement, le risque. Quel est le risque? C'est que les services rendus par les écosystèmes vivants tombent. C'est-à-dire qu'ils sont dégradés à plus des 2/3 en 50 ans. Donc, on peut avoir des ruptures qui nous emmènent, et peut-être qu'elles se sont déjà produites, peut-être qu'on a déjà dépassé les effets de seuil, vers vraiment un autre état d'équilibre écologique global. C'est-à-dire qu'on n'est pas du tout dans les images romantiques de ruines avec des arbres magnifiques qui s'épanouissent. Non, on est dans un autre état thermodynamique, écologique, global de la planète Terre pour tous les êtres vivants, et on ne sait pas lequel il est. On peut avoir des emballements. Plus on perd ces services rendus par les écosystèmes vivants, et l'été à Lyon, vous en avez vécu des épisodes très forts où on ne peut plus travailler. On ne peut plus sortir. On est obligé d'être dans ces bureaux, ces maisons climatisées. On ne peut plus, c'est un four. Et donc, quand on perd ces régulations, on est obligé de vivre dans des systèmes de plus en plus artificialisés. Ces systèmes de plus en plus artificialisés, ils ne sont accessibles qu'aux entreprises. Ils nécessitent beaucoup de capitaux, c'est ce que disait Gaël tout à l'heure, et ils ne sont accessibles qu'aux entreprises donc les plus capitalistiques. Et en plus, pour pouvoir gérer ça de façon efficiente, on couple ça avec les industries de la donnée. Donc, en fait, si on ne réagit pas maintenant et qu'on ne réinstalle pas massivement dans nos champs par un passage à l'agroécologie, dans nos villes par des passages à de l'ingénierie écologique et de l'urbanisme écologique, donc replanter, remettre les services rendus par les écosystèmes vivants partout. Non seulement ce sera plus beau, non seulement ça peut être des forêts comestibles, non seulement, enfin, il y a pas mal d'avantages, mais en plus, on continue à fragiliser ces équilibres écologiques, et là, on ouvre la porte à une société non seulement hyper capitalistique, mais hyper totalitaire. Voilà, c'est ça le problème, parce qu'elle sera accessible ni aux plus pauvres, ni aux plus libres. Donc c'est ce modèle chinois, où pour aller travailler en Chine, quand même, vous avez besoin d'un permis. Et donc quand il y a des caméras partout, la reconnaissance faciale, des systèmes de données qui doivent tout mesurer pour être ultra efficients, qui mesurent aussi les mouvements humains. Donc voilà. Donc je crois que le risque est réel. C'est assez c'est dramatique ce qu'il dit là, mais je crois qu'en effet on n'a pas beaucoup d'autres alternatives que cette économie-là, ou l'économie qu'on prône, qui n'est pas une économie du communisme. C'est que les écosystèmes territoriaux, ou pas d'ailleurs, hein, ça peut se faire au niveau mondial, mais vont créer ensemble de la valeur. Et ils vont pouvoir justement se répartir ensemble la valeur générée ensemble. Je vous donne un exemple, et ça vous permettra de basculer sur la finance après. Vous avez une société H2X en Bretagne qui s'est structurée exactement selon un modèle symbiotique. Ils ont commencé à se créer, ils ont découvert mon livre qui venait de sortir à la même époque, il y a 2-3 ans, et ils ont trouvé leur intuition en fait dans ces schémas que j'ai décrits. Ils se sont développés complètement comme ça. Comment ça s'est fait ? En fait, c'est des petites communes en Bretagne dont le carburant était devenu la première charge municipale parce qu'ils faisaient du transport à la demande pour les personnes âgées et les personnes éloignées de l'emploi à cause de la mobilité.
et se sont dit ça peut plus durer. En fait, ça a rencontré des sociétés de l'hydrogène et des start-up de l'automobile qui créent des voitures justement interopérables, modulaires, facilement assemblables, qui fait que c'est moins cher à assembler dans des endroits comme la France ou même comme la Suisse qu'en Europe centrale et en Chine à la main ou par des robots. Voilà, enfin, c'est moins cher que par des robots ou en Europe centrale ou en Chine. Donc ils sont en train de créer une manufacture locale d'automobiles qui est mise à disposition à la population avec ou sans chauffeur, qui s'est couplée avec une industrie de l'hydrogène hyper performante dont l'électrolyse, en fait, l'électrode permet de séparer dans l'eau l'hydrogène de l'oxygène. Donc, en fait, de faire un sous-produit, l'oxygène, qui devient quelque chose d'intéressant pour les industries agroalimentaires, voire peut-être même pour les hôpitaux, mais là, il y a des normes qui les en empêchent. Et si cette électrode, vous la mettez dans des eaux usées, ça fait de la méthanisation ou des engrais azotés et on se rend compte que l'oxygène peut peut-être dépolluer la rade de Brest qui est envahie d'algues vertes. Et donc, pour faire ça, finalement, il n'y a pas que seulement les petites communes, il y a les grandes agglomérations, la région qui s'y est mise, les filières de l'agroalimentaire pour gérer leurs eaux usées, et ça fait cet écosystème. Et comment ils ont géré la valeur produite en commun? Parce que ça en fait des coproduits, de l'activité économique créée, cette croissance régénératrice. Ils ont fait une société de territoire. Et c'est là où c'est très intéressant parce que nous, les problèmes chez les régénérateurs, c'est qu'on n'arrive pas à attirer les investissements, non seulement parce que cette économie, elle est apparue tellement hors des cadres qu'on n'arrive même pas à la penser. Comment vous produisez, vous régénérez vos ressources? Parce que vous faites votre omelette, vous régénérez vos œufs. C'est pas comme ça que ça marche. Si, c'est comme ça que tout le vivant marche, en fait. Sauf nous. Et donc, on va pouvoir produire les indicateurs de cette économie qui montrent que la régénération financière, la seule qu'on mesure, peut se coupler à de la régénération écologique, économique des parties prenantes et sociale. Mais en plus, on a là des systèmes que j'appelle les pommeaux d'arrosoir, des adaptateurs, où on a des gros flux de la finance traditionnelle, des sociétés de gestion, des fonds d'investissement, qui sont en général trop gros pour toucher l'économie régénérative, les petits, parce qu'elle est beaucoup moins capitalistique, cette économie. Et là, on a ces sociétés qui deviennent avec un embout assez gros pour toucher les fonds d'investissement, que les fonds d'investissement puissent, avec les bons indicateurs, flécher les investissements vers elles. Et ça, ces sociétés de territoire qui unissent les collectivités, les startups, les entreprises, vont pouvoir distribuer la valeur selon une gouvernance locale parce que c'est des formes coopératives. Est-ce que finalement, c'était l'autre question que je voulais vous poser à tous les deux, est-ce que c'est pas un projet européen, ça? Parce qu'en fait, effectivement, on pourrait se poser la question, on voit bien qu'à l'échelon des territoires, ça fonctionne bien et que ça met effectivement en place un nouvel écosystème à un moment donné où finalement notre Europe, notre modèle européen est fondamentalement re-questionné et où on voit apparaître des replis nationalistes très très forts. Est-ce que ça peut être aussi ça, une piste, un domaine de réflexion qui pourrait se développer au niveau de l'Europe, voire au niveau du monde, même si... Moi, je suis persuadée que, en effet, c'est une voie européenne forte. Pourquoi? Parce que l'Europe, on est prise entre la Chine et la Russie qui nous fournissent nos matériaux et qui investissent ensemble au nord, puisque le passage arctique se libère et diminue de 30% le temps de la voie chinoise d'accès à l'Europe et aux États-Unis, parce qu'ils vont passer par le nord. Et les routes de la Chine qui vont en Afrique, au Moyen-Orient, etc. Ce qui fait que l'Europe, on est prise en étau et en haut et en bas par les routes commerciales chinoises qui amènent les matières premières et l'énergie avec la Russie. Et à l'ouest, on est pris par les GAFA on a vu l'explosion des GAFA liée au Covid parce que le numérique est indispensable aujourd'hui. Or, pour l'instant, il est possédé par les GAFA et donc qui nous piquent la donnée et qui savent tout ce qu'on fait. C'est-à-dire, mais pas seulement, on a un véritable espionnage de masse possible et fait, autant au niveau individuel que industriel.
Parce que toutes les innovations utilisent des Google Docs, des machins, des bidules pour se partager les trucs. Et donc en fait, toutes les innovations peuvent être scannées de nos petites entreprises. Donc la voie européenne, l'Europe n'a pas de modèle de développement clair en ce moment qui est dit. Et on a un boulevard, surtout qu'on a des liens historiques avec l'Afrique très forts, des liens culturels avec l'Afrique très forts, et que l'Afrique est le terrain de jeu international. C'est dramatique à dire, mais c'est comme ça. Et donc, oui. Et quand on voit que justement les investissements sur la croissance dégénérative, les investissements de l'économie extractive, c'est toujours 99% des investissements en Europe, 1% sur l'ISR, l'investissement socialement responsable, alors que l'Europe est le continent qui s'en sort le mieux à ce niveau-là, qui est le meilleur élève, il y a de la marge. Gaël, votre sentiment sur ce qu'a évoqué d'une part Isabelle et sur ma question? Oui, ça me paraît évident que c'est, disons, le projet d'une économie compatible avec la contrainte écologique doit être aussi mené au niveau européen. Ça me semble très très clair. Et je suis bien d'accord que, au fond, si vous voulez, il n'y a qu'une seule région dans le monde qui peut le faire. Et c'est nous, les Européens. Pourquoi? Parce que pour le faire, vous avez besoin de très bons ingénieurs, même si on n'a pas besoin d'un deuxième Einstein et de révolutionner la physique théorique, on a besoin de très bons ingénieurs pour comprendre comment optimiser le plan urbain d'une ville, par exemple, de manière à diminuer sa consommation d'énergie. On a besoin de très bons ingénieurs. On a besoin d'une population éduquée pour traverser ce qu'on appelle l'effet rebond, c'est-à-dire le fait que nous avons une telle addiction à la consommation d'énergie que la plupart du temps, lorsque nous faisons un gain d'efficacité énergétique, nous en perdons le résultat parce que nous nous inventons des nouveaux besoins énergétiques qui n'existaient pas précédemment. L'exemple le plus caricatural, c'est la voiture. Nos voitures aujourd'hui sont beaucoup plus efficaces dans l'usage qu'elles font de l'énergie que les vieux tacos des années 70, mais le bilan énergétique d'une voiture aujourd'hui est à peu près le même que celui d'il y a 50 ans. Pourquoi? Parce qu'entre-temps, on a bourré nos voitures de petites merveilles électroniques qui sont d'ailleurs très difficiles à recycler, ce qui est une très mauvaise idée. On a mis dedans des GPS, des ordinateurs, on remonte plus la vitre à la main mais de manière électrique, voilà. Et donc tous ces nouveaux besoins-là qui n'existaient pas précédemment nous font perdre le gain d'efficacité énergétique. Donc pour traverser ce qu'on appelle cet effet rebond, et qui fait par exemple aussi que, peut-être vous avez vu passer ça, mais en Allemagne, la rénovation thermique des bâtiments, en tout cas pour celle qui a été menée jusqu'à présent, et c'est pas terminé évidemment, parce qu'on en a pour plusieurs décennies, aussi bien en Allemagne qu'en France, la rénovation thermique des bâtiments en Allemagne n'a pas permis jusqu'à présent de faire des gains massifs de consommation d'énergie. Pourquoi? Parce que une fois que votre bâtiment est rénové, nos amis allemands, ils ouvrent la fenêtre, ils ouvrent la porte et ils font partir la chaleur plutôt que de la conserver sagement chez eux. Donc ça aussi, c'est l'effet rebond. Donc pour traverser la tentation de l'effet rebond, il vous faut une population éduquée qui comprend que l'heure est grave et que maintenant il va falloir faire vivre dans la sobriété et faire des économies d'énergie. Donc, il vous faut des très bons ingénieurs, une population éduquée, il vous faut de l'argent parce que ça coûte quand même quelque chose. Et là-dessus, il y a une difficulté sur laquelle je reviendrai dans un instant. Et donc, quand vous mettez les trois ensemble, vous voyez bien que l'Europe est la seule région au monde qui peut le faire. Les États-Unis ont des très bons ingénieurs, ils ont de l'argent, encore pour quelques années, mais ils ont une population qui est sous-éduquée, qui est incapable de traverser aujourd'hui la tentation de l'effet rebond. L'autre grande région candidate, ce serait le Japon. Mais le Japon, on y a fait un tout petit peu allusion tout à l'heure, le Japon est enlisé depuis 30 ans maintenant dans ce qu'on appelle la déflation, c'est-à-dire la grande maladie macroéconomique dans laquelle nous sommes en train de tomber et dans laquelle nous allons nous précipiter si on continue de faire de l'austérité en France. C'est une maladie dont personne ne sait comment on se relève. C'est celle dans laquelle on est tombé dans les années 30. Plus d'inflation, plus de croissance, beaucoup de chômage, beaucoup de dettes privées et de dettes publiques. C'est celle dans laquelle on est tombé dans les années 30 et dont finalement nous ne sommes sortis en Occident que grâce, entre guillemets, à la Seconde Guerre mondiale. Donc l'énorme enjeu, y compris d'un point de vue strictement économique, c'est trouver l'équivalent d'un choc analogue à celui de la Seconde Guerre mondiale, mais qui soit pacifique. Et ce choc, à mon avis, c'est la transition écologique. Et donc le Japon aujourd'hui, même s'il a des très bons ingénieurs, même s'il a une population éduquée, et même s'il a encore beaucoup d'argent, n'est probablement pas la région qui va pouvoir mener à bien la transition écologique et la reconstruction écologique du pays. Les seuls qui pourront le faire, c'est nous, les Européens. Et si on le fait, et Isabelle a bien raison là-dessus, en partenariat avec l'Afrique, qui est le continent ami, voisin avec lequel nous devons absolument travailler et qui est le seul qui aura une poussée démographique forte dans les années qui viennent, on sera les leaders de la planète et des leaders démocratiques.
Si on ne le fait pas, on va devenir la Côte d'Azur des riches manias chinois qui nous utilisent aujourd'hui pour aller célébrer leurs anniversaires, leurs mariages et passer des vacances. Et on deviendra le lieu de villégiature des Chinois. C'est le seul intérêt qu'ils accordent à la France aujourd'hui. La France a des beaux châteaux le long de la Loire. C'est tout ce qui intéresse les Chinois. Pour le reste, on n'a pas de ressources énergétiques qui les intéressent. On n'a pas la City de Londres. Et donc, pour eux, la France est quantité négligeable. Et d'ailleurs, ça ne vous a pas échappé. Les routes de la soie ne passent pas par la France. Voilà. Donc il y a un enjeu absolument colossal, à mon avis, de survie à la fois de la planète et du modèle européen, de la France, à ce que nous fassions au pas de charge cette reconstruction écologique. Je disais juste qu'il y a un petit obstacle dans la finance, et sur lequel je voudrais revenir un instant, qui est, bon, Isabelle y a fait allusion en disant il y a des fonds communs de placement qui peuvent financer un certain nombre d'opérations pourvu qu'il y ait le pommeau d'arrosoir qui permette d'ajuster l'énormité des masses financières que brassent ces fonds communs de placement avec les besoins territoriaux, locaux qui sont les nôtres et qui sont d'une amplitude beaucoup plus faible. Il reste qu'il y a un obstacle majeur qui est que la plupart des fonds communs de placement, du type BlackRock par exemple aux États-Unis, qui est le plus gros du monde, et la plupart des grandes banques traditionnelles, sont complètement dopés aux hydrocarbures fossiles et ont dans leur bilan des centaines ou des milliers de milliards d'actifs financiers liés aux hydrocarbures fossiles. Pourquoi? Parce que ce sont eux qui ont financé la révolution industrielle et qui ont financé la consommation de masse en Europe après la Seconde Guerre mondiale, qui était essentiellement liée à l'usage du pétrole. Et donc aujourd'hui, admettons, si demain matin on décidait collectivement que plus personne n'a le droit de pratiquer la combustion du charbon, et que donc le charbon devient demain ce qu'on appelle un actif échoué, un stranded asset en anglais, donc un produit interdit. Plus personne n'a le droit de brûler du charbon. Donc la valeur, le prix de marché du charbon va tomber à zéro. Ça va creuser des trous noirs dans les bilans de nos grandes banques et des grands fonds de commun de placement, parce qu'ils ont plein d'actifs qui sont liés au charbon. Et la même histoire vaut également pour le pétrole et pour le gaz. Et donc en fait, nos grandes banques en particulier ont fait leurs calculs parce qu'elles savent compter. Et elles savent qu'une reconstruction écologique volontariste en France, ça signifie tout simplement leur faillite. Donc elles sont coincées. De la main gauche, elles font ce qu'on appelle du greenwashing. Donc elles vous racontent par exemple qu'elles se sont converties en 2009 à la transition écologique et que maintenant elles émettent ce qu'on appelle des green bonds, donc des obligations vertes, qui en réalité ne sont ni plus ni vertes que les obligations traditionnelles. Donc elles font du greenwashing de manière extrêmement massive. Et de la main droite, elles sont debout sur le frein à main pour éviter qu'on fasse la transition écologique. Dès qu'il y a un capitaine d'industrie un tout petit peu éclairé dans une de nos grandes industries françaises qui dit moi je pourrais peut-être faire de l'investissement vert pour hâter la transition écologique, vous avez quelqu'un au conseil d'administration qui lève la main, qui est le représentant des banques et qui dit vous pourriez peut-être commencer par payer vos dettes. Dès que l'État français se dit on pourrait peut-être mettre fin à la métropolisation du territoire français, aller sauver les Creusois qui aujourd'hui n'ont plus d'eau et qui ont besoin d'infrastructures d'adduction d'eau potable, vous avez quelqu'un qui va voir le gouvernement et qui dit il faut d'abord sauver les banques, parce que si on meurt, vous mourrez avec nous. C'est le chantage du noyé sur le maître nageur, etc. Et donc, aujourd'hui, la finance est dans une situation extrêmement délicate. Elle est indispensable pour financer les gros efforts d'infrastructure dont nous avons besoin. Et en même temps, elle est la première à freiner debout sur le frein à main parce qu'elle sait que sa survie en dépend. Donc là, il y a un vrai enjeu collectif, c'est-à-dire soit on arraisonne la finance, on décide définitivement de la réguler et d'imposer la transition écologique à nos banques, soit ce sont elles qui vont nous imposer le désastre écologique dont on parlait tout à l'heure. On voit bien que finalement, en vous écoutant tous les deux, la question écologique est un déclencheur très très fort. Il y a un vrai défi de changement. Alors, j'écoutais l'autre jour dans une émission Christiane Taubira qui disait il faut peut-être sortir l'écologie aussi d'une idéologie. Parce que finalement, actuellement, on en fait un modèle très très particulier et en faire peut-être une manière de penser autrement. Et ce serait sans doute ma dernière question. Est-ce qu'on est en mesure de fonder aujourd'hui ce qu'on appelle une écologie politique qui porte un certain nombre de valeurs, un certain nombre de messages? Parce que de manière concrète, finalement, vous venez de nous démontrer qu'on a les outils de la transformation. Qu'est-ce que vous en pensez, Isabelle? En fait, oui, l'écologie, c'est des données thermodynamiques, enfin, d'équilibre de vie sur la Terre. Ça n'a pas d'idéologie. On peut faire de l'écologie sans régénération sociale, de
les villes très artificialisées dont je vous parle à l'intérieur, ce serait magnifique parce qu'on a besoin des écosystèmes vivants, hein, les jardins qui épurent l'eau, les cascades, les fontaines pour l'oxygéner, enfin, sauf qu'on peut le faire à l'air libre, vous voyez. Et donc, on peut avoir de l'écologie extrêmement peu régénérative socialement. C'est-à-dire, on doit se battre sur les deux. Quand j'ai mis à jour ces conditions pour avoir la régénération écologique, économique, sociale, etc., je me suis vraiment rendu compte qu'une économie peut être verte et pas rose. Ça, c'est clair. Il faut faire très très attention à ça. Après, c'est chacun son... C'est une théorie scientifique, donc amorale et apolitique. Mais personnellement, j'ai mes valeurs. C'est-à-dire que, mais en effet, on peut tout à fait faire, comme les GAFA, on fait aussi une économie extrêmement productive avec beaucoup de valeurs d'usage pour tout le monde. On a plein de choses, mais dont les conséquences, mais même pas à long terme, même à moyen terme, on les voit déjà. Voilà, donc il faut faire extrêmement attention. Oui, mais en fait, je rejoignais un petit peu ce qu'évoquait Gaëlle en début de son propos. Est-ce que c'est pas le moment finalement ou est-ce que l'approche écologique, c'est pas une manière de redonner du sens, hein? Vous le disiez tout à l'heure au début de votre propos, on est dans une confusion la plus extraordinaire. On est aussi dans une prolifération de l'information de tout ordre. On a perdu un petit peu notre orient, si j'ose dire. Est-ce que finalement la question écologique ne nous invite pas à repenser tout ça et à re-questionner nos valeurs et à re-questionner le sens même du progrès, le sens même de notre avenir? Pour moi, c'est pas ça. Vous voyez, ce soir, par exemple, Sophia Stril-Rivers sort son livre et je serai pour le lancement de son livre à Paris, L'urgence d'aimer. Pardon ? L'urgence d'aimer. C'est bien plus grand que ça. Je crois que ça re-questionne notre être, tout simplement, et notre dimension vivante. Quand vous avez envie de faire un câlin à un enfant, vous vous demandez pas ce que c'est que l'amour. Enfin, votre enfant, vous le prenez. Quand votre chat vient faire un câlin sur vos genoux, il a besoin juste d'amour, en fait. Et donc l'amour chez nous a des dimensions immenses, des dimensions vivantes, des dimensions spirituelles, des dimensions qui peuvent être complètement, sans condition, inconditionnelles. On est des êtres d'amour en réalité. Et je crois que c'est ça en fait qui est en train de nous arriver dessus. C'est que vaut une vie vécue si on continue de ne pas mettre ça dans nos vies, de ne pas dire que c'est une question. C'est pas une question privée, c'est une question de nos sociétés, de bâtir ces civilisations de l'amour. J'aurais jamais dit ça il y a 10 ans, hein. Ça m'aurait écorché la gorge. Mais en fait maintenant, je crois ça. Je crois que c'est ça en fait qu'on est en train de toucher, c'est que que vaut la vie humaine d'être vécue dans les conditions dans lesquelles on est. Quel est votre sentiment, Gaël ? Je souris parce que je me disais, je croirais lire l'encyclique Fratelli Tutti que vient publier le pape François. Donc, je me félicite. Je veux dire, ce que vient de dire Isabelle, à mon avis, est très important. C'est-à-dire, vous voyez, d'une certaine manière, la grande tradition chrétienne dit ça, mais elle n'est pas du tout la seule. Elle prétend pas du tout avoir le monopole. Mais je trouve très juste et très important qu'on prenne tous collectivement conscience du fait que la question écologique nous interroge à ce niveau-là, un niveau existentiel profond. C'est-à-dire, quelle est la place de la tendresse dans nos vies, pour dire les choses de manière très simple. Je reviendrai quand même un tout petit peu un instant sur votre question politique, qui était, est-ce que c'est pas le moment de refonder une écologie politique? Ma réponse est oui, au sens où, d'une certaine manière, je pense que malheureusement aujourd'hui, toute la classe politique française, de l'extrême gauche à l'extrême droite, fait semblant d'être écologique ou écologiste, alors qu'il y a eu très peu de conversion du côté de nos politiques. J'aurais tendance à dire aujourd'hui qu'à mon avis, l'écologie politique, c'est pas une idéologie, mais un projet de société qui est capable de renouveler de manière fondamentale le grand contrat social sur lequel l'Europe de l'Ouest s'est construite depuis 2 siècles et demi, depuis les Lumières. Donc j'explique un tout petit peu ça. Et ça vaut aussi bien pour la gauche que pour une certaine droite républicaine, sociale, écolo, gaullienne,
Et de ce point de vue-là, il y a un vrai compromis historique, à mon avis, à passer aujourd'hui pour mettre fin à la démesure de la financiarisation de nos sociétés, disons, du rôle mortifère joué par les banques et du néolibéralisme qui nous tue aujourd'hui. Les Lumières, de mon point de vue, ont besoin d'être relues disons à la lumière de ce qui se passe maintenant et pourraient être caractérisées par 3 grands aspects. Le premier, c'est une désacralisation du pouvoir. C'est-à-dire que c'est pas pour rien qu'on a coupé la tête du roi le 21 janvier 1793 en France. On a signifié que le roi n'était plus le représentant sacré de l'unité de la nation sur son trône, mais que désormais le trône est vide et que ça, c'est la démocratie. C'est Claude Lefort qui dit ça. Nous nous donnons les moyens de délibérer ensemble sur les figures du lien social qui nous rassemblent. Et par exemple, de changer la Constitution. Ça fait quand même plusieurs années qu'on en parle en France. On a besoin de réécrire la cinquième République, la Constitution, et de nous donner les moyens d'avoir justement ce dont on parlait il y a quelques minutes, c'est-à-dire une société avec une démocratie participative, décentralisée, etc. Or, aujourd'hui, le néolibéralisme, qu'est-ce qu'il fait? Il a remis sur le trône, à la place du corps du roi, les marchés financiers, qui sont le véritable veau d'or et qui sont sacralisés, comme si on n'avait pas le droit d'y toucher, comme si les marchés financiers pouvaient dicter à l'État la politique publique qu'il doit mettre en œuvre, à travers quoi? À travers précisément le mécanisme d'endettement public des États qui sont obligés de se mettre à genoux devant les marchés financiers pour implorer le droit de dépenser 3 francs 6 sous. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est le droit. Ce que à la fois Rousseau et Voltaire ont inventé au XVIIIe siècle, et Montesquieu évidemment, c'est la place du droit comme instance qui permet de protéger le citoyen contre la dictature. Aujourd'hui, on fait exactement le contraire, et regardez les débats qu'il y a autour du garde des Sceaux dans ce gouvernement et la bronca que soulèvent ses propres dérives à lui vis-à-vis de nos magistrats. On n'a plus de justice indépendante en France et on est en train d'assujettir le droit à la défense des intérêts privés d'une petite minorité. Donc on a le néolibéralisme, en fait, porte très mal son nom. C'est un post-libéralisme qui a largué les amarres vis-à-vis de l'idéal des Lumières et du libéralisme du XVIIIe siècle. Et puis le troisième pilier, c'est celui à mon avis qui a besoin d'être repensé aujourd'hui. Le troisième pilier des rédacteurs, par exemple, de la Déclaration universelle des droits de l'homme en 1789, c'est la propriété privée. Et nos révolutionnaires ont cru à la fin du XVIIIe que la propriété privée, c'était la clé pour donner une chair un petit peu au squelette qui est à la fois la délibération démocratique et le droit. Alors je crois aujourd'hui que ce dont nous faisons l'expérience, c'est que la propriété privée n'est pas l'alpha et l'oméga de la vie sociale. Et en particulier que la propriété privée fait aussi partie du problème, c'est-à-dire qu'à partir du moment où vous croyez que le monde, les écosystèmes naturels peuvent être appropriés parce que ce sont des marchandises, à ce moment-là, vous détruisez la planète. Ce qu'il faut, c'est réinstaurer les communs comme instance alternative à la propriété privée pour donner une chair au projet des Lumières. Et c'est là qu'on a devant nous, à mon avis, un boulevard politique, mais aussi évidemment spirituel, qui est de réécrire finalement le contrat social des Lumières à la manière d'aujourd'hui, en mettant au cœur la dimension écologique à travers notamment l'institution des communs. Ça ne veut pas dire qu'il faille détruire l'État, et de ce point de vue-là, je m'inscris en faux contre un certain anarchisme qui règne du côté de ceux qui réfléchissent sur les communs, pas du tout chez Isabelle, mais chez d'autres. On a besoin d'un État qui soit le garant des conditions de possibilité d'émergence des communs dans les territoires et dans la société civile. Si l'État ne nous donne pas les moyens de le faire, on ne le fera pas. On sera juste exsangue et étouffé par le post-libéralisme et la thérapie du choc de Naomi Klein dont on parlait au tout début. Fantastique. Je crois que c'est une excellente, entre vos deux approches, c'est une excellente conclusion. Je crois que les applaudissements en témoignent. Merci à tous les deux de nous avoir éclairés. Je pense que c'est une autre manière de regarder les choses. Merci pour votre contribution. Merci. Et merci à vous. Merci à vous. Merci. Ah, on a la possibilité? Alors, ne bougez pas Gaël, ne bougez pas, adaptation permanente. Est-ce qu'il y a des micros dans la salle? Est-ce qu'il y a... C'est vrai que compte tenu de la situation, on n'avait pas imaginé ce genre de choses, mais on a la possibilité de prendre quelques questions dans la salle. Il faut décanter un petit peu. Et peut-être... Je vous en prie, madame. Alors, je sais pas, est-ce que vous avez un micro, non? Non, vous n'avez pas de micro, alors donc vous allez peut-être devoir parler fort, si vous voulez bien. Vous levez aussi, ce sera peut-être plus facile pour nous. Non. Ouais, je ne sais pas.
Alors, vous avez entendu Gaël la question, enfin ou le commentaire de cette dame, c'est peut-être un peu ce que vous venez d'évoquer d'ailleurs. Vous avez beaucoup parlé du PIB, mais Madame nous dit on parle du BIB, du bonheur intérieur brut. Suggestion, ça vous suggère une réaction ou à Isabelle ou à vous? Oui, c'est le Bhoutan qui a remplacé le PIB par le bonheur intérieur brut, et il a bien raison. Le PIB est un très mauvais indicateur de tout ce que nous pouvons rechercher. Vous savez que si nous faisons un accident de voiture sur l'autoroute, nous augmentons le PIB. Si nous polluons une rivière, nous augmentons le PIB. Et l'OCDE, il y a encore quelques années, en 2014, voyant que le PIB n'augmentait plus, s'est dit, mais peut-être qu'on pourrait introduire la prostitution dans le PIB pour faire gonfler le PIB. Vous voyez, donc on est dans une situation caricaturale de ce point de vue-là. Il est temps de troquer le PIB contre d'autres indicateurs plus intéressants pour nous. L'emploi. Or, la croissance du PIB n'est plus la garantie de l'emploi. La reconstruction écologique de notre pays est la meilleure garantie que nous fassions des emplois qui aient du sens demain matin. Et je rappelle à tous ceux qui l'auraient oublié que le taux de chômage en France avant la pandémie n'était pas de 9% ou de 8% comme on nous raconte, mais de 30% en équivalent temps plein. Autrement dit, si vous comptez qu'une personne qui travaille à mi-temps, c'est quelqu'un qui est à moitié au chômage, parce que c'est pas vrai que la plupart de ceux qui travaillent à mi-temps ou à temps partiel ont délibérément choisi de travailler à temps partiel, c'est juste qu'ils trouvent pas des boulots à temps plein. Si vous considérez donc qu'une personne qui travaille à mi-temps, en réalité, est à moitié au chômage, on est à 30% de chômage avant la pandémie, et ça va évidemment être bien pire aujourd'hui après le confinement. Donc si on veut créer des emplois, le PIB n'est pas la solution. Des emplois qui aient du sens, pas des bullshit jobs au sens de David Graeber. Si on veut avoir une éducation pour tous, le PIB n'est pas la garantie de ça du tout. Avoir une espérance de vie qui augmente. Vous savez que l'espérance de vie en France plafonne aujourd'hui, et comme aux États-Unis, elle va décliner si nous continuons de détruire nos écosystèmes. Avoir un système de santé performant, etc., etc. Ça, c'est des indicateurs intéressants. Tout ça n'est pas du tout capturé par le PIB. Et je me désole de voir que le débat qu'on va avoir à partir de cette semaine, en fait, autour du projet de loi de finances à l'Assemblée nationale sera une fois de plus, comme les années précédentes, uniquement orienté autour du PIB. Est-ce qu'il y a des alternatives? Il y en a plein. Le rapport Sen-Stiglitz de 2010, qui avait été commandité par Nicolas Sarkozy à l'époque, fourmille d'indicateurs alternatifs. La grande question, c'est évidemment l'empreinte écologique et d'articuler un PIB vert, disons, pour dire les choses très rapidement, avec une comptabilité verte au niveau des entreprises. Le jour où on saura faire ça, on aura inscrit dans les chiffres que nous utilisons pour guider l'action à la fois publique et privée, la contrainte écologique. Bien, pas de commentaire du point de vue d'Isabelle. Alors, une autre question. On va vous apporter un micro. Je vois qu'il y a des micros. Allez, monsieur, par exemple, là-bas. Excusez-moi, je ne vois pas très bien. Levez-vous, c'est le plus simple. On n'a pas de micro. Alors, d'accord, c'est à... Merci. Alors, je vais me permettre de répondre, là, j'ai l'impression que c'est pour moi. On est très nombreux à converger avec des méthodes différentes, en fait. C'est ça qui est une bonne nouvelle. C'est que le fait de dire qu'on peut avoir une économie qui régénère ses ressources, vous avez l'économie permacirculaire de Hans-Berger-Bourg, vous avez l'économie... la perma-économie d'Emmanuel Delannoy, la blue économie de Gunther Paoli, qu'est-ce qu'il y a encore? Il y avait la bioéconomie de René Passet qui pose les bases de l'inclusion de vraiment de l'économie humaine dans la planète Terre, qui était extrêmement visionnaire. Voilà, et ce qui se montre, on est en train de préciser énormément justement aujourd'hui que finalement, voilà, non seulement c'est possible, mais voilà comment on peut faire, et puis voilà comment il faut s'organiser, etc. Je vous recommande le film Kiss the Ground, qui est en train de sortir en ce moment. Avec mon superbe accent anglais, Kiss the Ground. Embrasse le sol. Voilà, il y avait une autre... allez, je vous en prie, levez-vous, madame, ou monsieur, pardonnez-moi, je vous vois pas. C'est vous, oui, là. Est-ce que je peux vous demander de parler un petit peu plus fort, madame, pardon.
Voilà. Alors, On va, pardon. si Voilà, je peux attendez, me Isabelle permettre, en fait, va Madame reformuler la parle. question de Madame, ne serait-ce que pour qu'elle puisse l'entendre aussi. Voilà, Madame parle. Alors, en fait, on s'est rendu compte qu'en effet, nos corps sont très pollués, que nos modes d'inhumation sont très polluants, que même nos corps se conservent anormalement. Apparemment, il y a des études qui montrent ça, tellement on a de conservateurs de bidules chimiques, etc., de métaux lourds dans le corps. Donc voilà. Et on a en effet, mais ça touche à notre spiritualité, notre rapport à la mort et spiritualité très très forte. Mais en effet, il y a toute une diversification, on va dire, des modes maintenant que faire de nos corps après la mort dans nos sociétés. Madame parlait de l'humisation, qui est de nous retransformer en humus. Alors il y a plein de formes possibles, hein. Et certains aussi voient ça comme un moyen de protection des forêts, de pouvoir nous permettre de nous réenterrer dans les forêts et qui deviennent du coup des forêts sacrées. Et donc les descendants ne voudront jamais couper. Il y a beaucoup de mouvements comme ça. Moi, alors personnellement, moi, j'y suis très favorable. Je trouve ça. Je suis absolument émerveillée de penser que à peu près vous voyez, la peau se renouvelle en 21 jours, par exemple, et le corps presque totalement en 4 mois, je crois. Et ça vient de la terre, ça. En fait, on a un flux constant de molécules, ne serait-ce que l'air que nous respirons, qui vient de la terre. Et alors moi, moi ça me met en extase. Donc je serais très favorable à ça, mais voilà, après c'est chacun son. Gaël, vous avez entendu la reformulation faite par. Oui, mais quelle était la question initiale? J'ai pas compris en fait. Alors, ce qu'on en pensait. Mais de quoi ça, hein, qu'en pensons-nous? Mais de quoi? De l'humisation? Voilà, oui, de la capacité formes. de notre corps à se. Voilà. Ah d'accord, mais je dirais oui, mais bien sûr, l'inhumation traditionnelle, c'est aussi un moyen pour le corps humain de devenir de l'humus. Ça vous aura pas échappé. Dans les cimetières, nos ancêtres deviennent tous. Madame, on va vous répondre et puis si vous continuerez peut-être le débat, Isabelle, si vous le souhaitez. La question peut-être qui est derrière, c'est question qui a été remise au devant de la scène pendant le confinement et la pandémie, c'est quel rapport nous entretenons avec la mort et avec les générations du dessus et les générations d'après. Ce qui se passe en vérité, c'est que le post-libéralisme ou le néolibéralisme nous a installés dans une espèce de présent instantané qui est complètement faux, qui nous coupe complètement de l'inscription de nos vies dans les générations et donc dans le cycle de la vie qui se renouvelle. Nous avons perdu dans beaucoup de nos villes l'idée même qu'il y a des saisons qui se succèdent et l'idée même que nous sommes les enfants de nos parents et que nous sommes les parents de nos enfants. Et donc cette désinscription-là dans la généalogie et dans l'histoire des écosystèmes dans lesquels nous sommes, ça c'est de la folie. Donc le post-libéralisme nous met dans la folie de ce point de vue-là. Que nous redécouvrions que nous allons tous ceux qui sont présents dans la salle aujourd'hui, et moi-même, nous allons tous mourir, nous serons tous un jour morts, mais ça fait partie de la loi humaine, et c'est une bonne nouvelle d'une certaine manière, si tant est que nous acceptions de nous inscrire nous-mêmes dans la généalogie de ceux qui nous ont précédés et de ceux qui vont nous succéder. Et le fait qu'une partie de notre société soit incapable aujourd'hui de penser la façon dont elle va léguer une planète habitable à la génération d'après, c'est aussi parce qu'une partie d'entre nous sont incapables de penser qu'ils sont eux-mêmes les héritiers de la génération d'avant. Donc nous réinscrire dans une généalogie, c'est absolument fondamental. Voilà, pardon, on me fait signe que la matinée continue. Merci d'avoir été un petit peu le variable d'ajustement à travers ces 2 ou 3 questions. Merci à Isabelle, merci à Gaël et bonne continuation pour vous.